Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commenter un chapitre que j'ai intitulé chapitre 0 et qui va passer en revue les outils fondamentaux de calcul en physique-chimie en classe de seconde. Ces outils seront utilisés tout au long de l'année dans tous les chapitres. En fin de chapitre, nous commenterons les notions et contenus et capacités exigibles, vous voyez, notions et contenus et capacités exigibles, que vous voyez apparaître sur l'écran. Alors, allons-y. Nous allons commencer par les puissances de 10, quelque chose que vous connaissez depuis longtemps en mathématiques. Alors, rappelons les règles de calcul pour les puissances de 10. Alors, pour tout n et petit m entiers, positifs ou négatifs, c'est-à-dire les éléments de z, on a 10 puissance petit n multiplié par 10 puissance petit m égale 10 puissance petit n plus petit m. Ensuite, 10 puissance petit n divisé par 10 puissance petit m égale 10 puissance petit n moins petit m. Attention de ne pas inverser. 10 puissance petit n le tout à la puissance petit m égale 10 puissance petit n multiplié par petit m. D'autre part, 10 puissance 0 égale 1. Alors, exemple, un petit exercice, écrire sous forme d'une puissance de 10 les expressions qui suivent. Alors, 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 6. Alors, regardons la réponse. Vous voyez que 10 puissance 2 fois 10 puissance 6, c'est du style 10 puissance n fois 10 puissance n. Donc, autrement dit, A sera égal à 10 puissance 2 plus 6, comme n plus m, égale 10 puissance 8. Ensuite, 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 8, c'est encore du style 10 puissance n fois 10 puissance m, c'est-à-dire 10 puissance 3 plus moins 8 égale 10 puissance 3 moins 8 égale 10 puissance moins 5. Ensuite, c égale 10 puissance 2 sur 10 puissance 3. Vous voyez que c'est du type 10 puissance n sur 10 puissance m, c'est-à-dire ça sera 10 puissance 2 moins 3. 2 moins 3 égale 10 puissance moins 1. Et enfin, 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 8, c'est encore du même type, c'est-à-dire 10 puissance n sur 10 puissance m, c'est donc 10 puissance 5 moins 8, c'est-à-dire 10 puissance 5 plus 8 égale 10 puissance 13. Un deuxième petit exercice d'application, E égale 10 puissance 2, le tout à la puissance 7. Alors, ça va être du type 10 puissance n à la puissance m, c'est-à-dire 10 puissance n fois m. Donc, autrement dit, grand E sera égal à 10 puissance 2 multiplié par 7. Donc, ça sera 10 puissance 14. Ensuite, F, qui est ici, 10 puissance moins 1, le tout au cube, c'est 10 puissance moins 1 multiplié par 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Ensuite, G égale 1 sur 10 moins 4. 1 sur 10 moins 4. Alors, pour pouvoir appliquer les règles qui sont énoncées ici, 1, on sait que c'est 10 puissance 0, donc on écrira 10 puissance 0 sur 10 puissance moins 4, c'est du type 10 puissance n sur 10 puissance m, c'est donc 10 puissance 0 moins 4, c'est-à-dire 10 puissance plus 4. Et enfin, l'expression h égale 1 sur 10 puissance 3 pourra s'écrire 10 puissance 0 sur 10 puissance 3, soit 10 puissance 0 moins 3 égale 10 puissance moins 3. Bien. Alors, deuxièmement,
d'une écriture décimale vers une écriture avec puissance de 10. Alors, petit rappel sur la signification d'une puissance de 10. Pour n, entier naturel positif, 10 puissance n peut s'écrire avec le chiffre 1, ici 10 puissance n avec le chiffre 1, suivi de n chiffre 0, voilà, n chiffre 0. D'autre part, 10 puissance moins n peut s'écrire, 10 puissance moins n peut s'écrire avec le chiffre 1, 1 ici, précédé de n chiffre 0. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir sur les puissances de 10. Alors, on va essayer d'appliquer cela, exercice sur un petit exercice. Exercice, écrire les nombres suivants sous la forme de puissance de 10. Alors, A égale 100. Alors, A égale 100, c'est un 1 suivi de deux chiffres 0. Donc, autrement dit, A pourra s'écrire sous la forme 10 puissance le nombre de 0, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc, autrement dit, la réponse pour la première expression, 10 puissance 2. Pour grand B, c'est un 1 suivi de 3 0. C'est-à-dire, ça sera 10 à la puissance, le nombre de 0, 10 à la puissance plus 3. Voilà, donc autrement dit, 10 puissance 3. Ici, c'est 10 millions. Alors, 1 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire de 7 zéros. Ça pourra donc s'écrire 10 à la puissance 7. Ici, t égale 0,1. Alors, vous voyez que ici, 0,1, c'est un 1 précédé de un seul 0. Il est précédé. Donc, il y a 1, 0, ça s'écrira donc n égale à 1, donc 10 puissance moins 1. Donc, d égale 10 puissance moins 1. Si on voit le grand E, on regarde grand E, c'est un 1 précédé de deux chiffres 0. Donc, ça pourra s'écrire 10 puissance moins 2. E, 10 puissance moins 2. Regardons le F, un peu plus compliqué. C'est un 1 précédé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De 10 chiffres 0. Autrement dit, F pourra s'écrire sous la forme 10 puissance moins 10. Alors, maintenant, on se propose d'écrire un nombre décimal en utilisant une puissance de 10. Alors, l'exercice est le suivant. Exercice 1, soit A, le nombre 2500. Écrire grand A en utilisant les nombres 2,500, 25,00 et 250,0 à l'aide des puissances de 10 appropriées. Alors, écrivons donc le chiffre A, le nombre A, pardon, réécrivons-le, 2500. Alors, ce qu'on va mettre, on va mettre une virgule virtuelle qui n'existe pas, mais on peut mettre, et on veut essayer de faire apparaître le nombre 2,500. Pour cela, il va falloir décaler la virgule virtuelle de 3 chiffres vers la gauche. Décalons-la, 2,500. Décalage de 3 chiffres vers la gauche. Alors, en mettant 2,500, on obtient un nombre qui est beaucoup plus petit. Donc, pour l'écrire avec des puissances de 10, il faudra multiplier par une puissance de 10 appropriée. Et on va donc écrire, vous voyez, quand on écrit 2,500, on va multiplier par 10 puissance le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule que l'on a placée après le 2, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 10 exposant 3. Ensuite, on reprend l'écriture du chiffre 2500, mais cette fois-ci, on va faire apparaître 25,00. Pour cela, on va décaler la virgule virtuelle de 2 chiffres vers la gauche. Ce faisant, on obtient un nombre plus petit, et il faudra donc, pour obtenir 2500, multiplier par une puissance de 10
puissance 10 exposant 2. D'accord? Donc, autrement dit, 10 exposant 2, 2 étant le nombre de chiffres dont on a décalé la virgule virtuelle. Essayons maintenant de faire apparaître 250,0 dans le chiffre 2500. Alors, pour cela, on va décaler la virgule virtuelle d'un cran vers la gauche et on obtiendra 250,0. Il faudra donc multiplier par 10 puissance 1, 1 étant le nombre de crans que l'on a, dont on a décalé la virgule virtuelle vers la gauche. Voilà donc pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. Soit le nombre b égale 0,3068. Écrire grand B en utilisant les nombres 0,068, 0,68 et 6,8 avec des puissances de 10 appropriées. Donc, donnons quelques éléments de réponse. On réécrit le nombre b un peu plus large et on veut faire apparaître 0,068. Alors cette fois-ci, la virgule, il faudra la décaler de 2 crans vers la droite. C'est-à-dire, voilà, on décale la virgule de 2 crans vers la droite, 2 chiffres vers la droite, et on obtient 0,068. Alors, dans ce cas-là, il va falloir multiplier par une puissance négative de 10 pour obtenir le chiffre plus petit dont on était parti. Comme on a décalé la virgule de 2 crans vers la droite, il faudra multiplier par 10 puissance moins 2. Alors, maintenant faisons apparaître 0,68 cette fois-ci. Alors la virgule, cette fois-ci on va la multiplier de 3 crans vers la droite. Donc la virgule est décalée de 3 chiffres vers la droite, et on aura alors A égale 0,68, et pour retrouver le chiffre 0,3068, il faudra alors multiplier par 10 puissance moins 3. Et enfin, reprenons le grand A, enfin on l'appelle grand B en fait, eh bien, pour avoir 6,8, il faudra décaler la virgule de 4 chiffres vers la droite. On obtiendra alors grand B, en fait c'est grand B égale 6,8 multiplié par, évidemment, 10 puissance moins 4. Alors, le bilan donc du passage de l'écriture décimale vers une écriture avec puissance de 10. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir pour passer d'une écriture décimale à une écriture avec puissance de 10? Eh bien, si la virgule est décalée de n fois vers la gauche, n chiffres donc vers la gauche, on multipliera par 10 puissance n. Et au contraire, si la virgule est décalée n chiffres vers la droite, on multipliera par 10 puissance moins n. Alors, écriture scientifique d'un nombre. Alors, par définition, l'écriture scientifique d'un nombre est du type A multiplié par 10 puissance n, où A est un nombre supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Alors, un petit exercice. On donne les mesures de 3 grandeurs suivantes. Masse d'une pomme, 190 grammes. Distance moyenne Terre-Jupiter, T égale 5910 fois 10 puissance 5 km. Taille d'une fourmi, 0,085 m. Donnez l'écriture scientifique de ces mesures en conservant les unités d'origine. Alors, un élément de réponse. Tout d'abord, pour m égale 190 grammes, on voudrait l'écrire en écriture scientifique. C'est-à-dire, essayer de retrouver, à partir de 190 grammes, un nombre compris entre 1 et 10. Pour cela, eh bien, on part d'une virgule virtuelle en bout de chiffre, à droite, en bout de nombre, pardon,
et on décale cette virgule virtuelle de 2 crans vers la gauche pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Ce faisant, on obtient un nombre plus petit. Il faudra donc multiplier ce nombre 1,90 par 10 puissance 2 pour réajuster. Et voici donc l'écriture scientifique de 190 grammes. Passons maintenant à la deuxième grandeur à étudier, dont il faut trouver l'écriture scientifique. On a placé la virgule virtuelle en bout de nombre à droite, et pour obtenir un nombre inférieur strictement à 10, il faudra décaler la virgule de 3 chiffres vers la gauche. C'est ce qui est fait, et donc on va obtenir 5,910 multiplié par 10 puissance 5 et multiplié par 10 puissance 3, 3 étant le nombre de chiffres décalés vers la gauche. On va appliquer la règle des puissances de 10. Donc ici on a 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, c'est donc 10 puissance 5 plus 3, et on obtiendra au final grand T égale 5,910 fois 10 puissance 8 km. Enfin, on va s'occuper du cas de la fourmi. De dimension petit a égale 0,0085. Cette fois-ci, on a une virgule que l'on va décaler jusqu'après le 8 pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Faisons-le. La virgule est décalée donc de 3 chiffres vers la droite. Autrement dit, on va avoir A égale 8,5 10 puissance moins 3 mètres. Voilà donc un petit exercice sur l'écriture scientifique. Bien. Eh bien, nous allons parler d'ordre de grandeur d'un nombre, qui est une conséquence immédiate de l'écriture scientifique. Alors, exercice 1, on donne une mesure de la distance moyenne Soleil-Jupiter égale 778 300 000 km. Trouvez une valeur très approximative de grand D en kilomètres sous forme d'une puissance de 10, la plus proche de la valeur 778 300 000 km. Cette valeur notée OG est appelée ordre de grandeur de grand D. On s'aidera de la notation scientifique. Alors, donc, réponse de l'exercice 1, on va essayer de donner l'écriture scientifique de D. Ça se comprend très bien parce que on part d'une virgule virtuelle sur la partie droite du nombre et jusqu'au premier set, c'est-à-dire en décalant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 chiffres vers la gauche. Autrement dit, on explique le 10 puissance 8 qui est multiplié par 778 300 000 en kilomètres. Alors, a priori, donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver la puissance de 10 la plus proche de grand D. A priori, deux valeurs possibles sous forme de puissance de 10. C'est sous une forme de puissance de 10 que l'on demande d'exprimer l'ordre de grandeur. Donc, on remplace 778 300 000 par 1, dans un premier temps, et on obtient alors une valeur D1 égale 1 fois 10 puissance 8 égale 10 puissance 8 km. Deuxième façon, on remplace 778 300 000 par 10. Et on obtient une valeur D2 égale donc 10 multiplié par 10 puissance 8. 10 puissance 8 égale 10 puissance 8 plus 1 km égale 10 puissance 9 km. Autrement dit, on dispose de deux puissances de 10 qui encadrent la valeur de t. 10 puissance 8 km, 10 puissance 9 km. On voit très bien que 778 300 000 est plus proche de 10 que de 1.
Autrement dit, l'ordre de grandeur que l'on va obtenir, c'est 10 puissance 9 km. Alors, deuxième exercice avec un objet de taille beaucoup plus petite, c'est un petit peu d'actualité. La taille moyenne d'un virion Covid-19 est A égale 0,125 10-6 mètres. Calculez l'ordre de grandeur d'un virion Covid-19. Alors, réponse. Il faut essayer d'abord, dans un premier temps, d'écrire petit a sous forme scientifique. Alors, l'écriture scientifique de cette mesure va s'écrire 1,25 10-1. Pourquoi? Parce que 0,125, c'est en 1,25 10-1 en décalant la virgule d'un chiffre vers la droite et on multiplie par 10-1. Et puis on n'oublie pas de multiplier par 10-6. Ce qui fait au final, en appliquant la règle des puissances de 10, 1,25 10 puissance moins 1 moins 6 égale 1,25 10 puissance moins 7 mètres. Alors, quel est l'ordre de grandeur? Eh bien, 1,25, ce nombre A ici de l'écriture scientifique, est plus proche de 1 que de 10. Donc, on va remplacer 1,25 par 1. Et à ce moment-là, eh bien, l'ordre de grandeur du virion est de l'ordre de 10 puissance moins 7. Que faut-il retenir? Eh bien, que l'ordre de grandeur noté OG d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre, soit grand A égale A multiplié par 10 puissance n l'écriture scientifique de ce nombre. Alors, deux cas peuvent intervenir. Si A est compris supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 5, alors l'ordre de grandeur est égal à 10 puissance n, c'est-à-dire que cela revient à remplacer petit a par 1. Deuxième cas possible, c'est si A est supérieur ou égal à 1, strictement inférieur à 10. Alors, à ce moment-là, on remplacera petit a par 10. Et on aura alors l'ordre de grandeur OG égale 10 puissance n plus 1. Alors, passons à la notion de chiffre significatif. C'est quelque chose de très important en physique-chimie lorsqu'on parle de précision d'une mesure. Alors, chiffre significatif dans un résultat de mesure. Un petit exercice pour faire découvrir la notion. La masse de vitamine B6 dans une gélule de complément alimentaire est petit m égale 0,001503 grammes. Les chiffres significatifs, encore notés en acronyme C.S, de ce résultat de mesure sont les chiffres présents dans le nombre petit a de son écriture scientifique. On demande de repérer alors les chiffres significatifs du résultat, c'est-à-dire dans ce nombre. Alors, on va essayer de répondre à la question. Donc, on écrit, bien entendu, on donne l'écriture scientifique au départ de ce nombre, c'est ce que l'on suggère, et on va obtenir 1,503 10-3 grammes. En effet, si on part d'une virgule virtuelle à droite du nombre, pour arriver à un nombre compris entre 1 et 10, eh bien, il faudra décaler la virgule de 3 crans vers la gauche. Autrement dit, on obtiendra une écriture scientifique, comme écriture scientifique 1,503 10-3 grammes. Alors, on demande de repérer les chiffres significatifs. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les chiffres significatifs sont les chiffres présents dans le nombre A de son écriture scientifique. Le nombre A, c'est celui-là. On compte 1, 2, 3 et 4. Les chiffres significatifs sont 1, 5, 0 et 3. Il y en a 4. Donc, voilà. Petit a,
1, 5, 0 et 3 sont des chiffres significatifs ou CS. En déduire une règle pour repérer simplement les chiffres significatifs à partir d'une donnée numérique sous forme décimale, comme ici. Alors, on va réécrire la donnée, m égale 0,001503. On a vu que 1, 5, 0 et 3 sont les chiffres significatifs. Je les ai donc marqués en gras rouge. Et voilà donc les chiffres significatifs. Ce qui veut dire que les zéros qui sont en gras noir, eh bien, ne sont pas significatifs. Alors, comment va-t-on déduire la règle pour trouver des chiffres significatifs à partir d'une écriture décimale? Le bilan, c'est que tous les chiffres d'un nombre sont significatifs, sauf les zéros situés avant le premier chiffre non nul. Vous voyez que le premier chiffre non nul, c'est 1. Tous les zéros avant, qui sont marqués en noir gras, sont non significatifs. Que faut-il donc retenir de tout cela? C'est que dans un résultat de mesure, les chiffres significatifs sont les chiffres présents dans le nombre petit a de son écriture scientifique, a fois 10 puissance n. Ça, c'est la définition des chiffres significatifs. Maintenant, pour être plus pratique, pour un résultat de mesure qui est écrit uniquement sous forme décimale, comme ici, tous les chiffres sont significatifs sauf les zéros situés avant le premier chiffre non nul. Vous voyez que les zéros ici ne sont pas significatifs. Tous les autres le sont. Même le zéro qui est en rouge dans 1503. Alors, à partir de là, on va essayer de faire la liaison entre le nombre de chiffres significatifs d'un résultat et la précision de la mesure qui a conduit à ce résultat. Alors, un petit exercice pour introduire justement cette liaison entre précision et chiffres significatifs. La pesée d'une gélule a été réalisée à l'aide de différentes balances. On a trouvé, avec une balance au décigramme, un résultat M1 égale 0,5 g. Avec une balance au centigramme, on a trouvé le résultat M2 égale 0,51 g. Avec une balance au milligramme, on a trouvé M3 égale 0,507 g. Combien de chiffres significatifs comporte chaque résultat? Alors, on regarde le premier résultat, M1. Eh bien, le premier chiffre non nul, c'est 5. Il n'y a donc qu'un seul chiffre significatif, c'est 5. Le 0, ça ne compte pas. Donc, autrement dit, le nombre de chiffres significatifs de M1, c'est 1. Un seul chiffre significatif. M1 égale 0,5 g. Un seul chiffre significatif. Maintenant, pour M2, on regarde. Le premier chiffre non nul, c'est 5, mais il y en a un autre, c'est 1 après. Le 0 ne compte toujours pas. Donc, autrement dit, 5 et 1 sont des chiffres significatifs pour cette mesure M2. Et donc, il y a pour cette mesure M2 deux chiffres significatifs. Donc, M2 égale 0,51 g, donc deux chiffres significatifs. Maintenant, si nous regardons le résultat M3, le premier chiffre non nul, c'est 5, et ensuite, il y en a deux autres, 0 et 7. Donc 5, 0 et 7 sont significatifs. Donc, le résultat M3 comporte 3 chiffres significatifs. Voilà, M3, 3 chiffres significatifs. 5, 0 et 7. Deuxième question, quelle est la mesure la plus précise? Alors, la mesure la plus précise, évidemment, on a disposé de 3 balances, et c'est évidemment la balance au milligramme qui est la plus précise, sans aucun problème. Donc la mesure la plus précise est obtenue avec la balance au milligramme. Petit c, relier la précision d'une mesure au nombre de chiffres significatifs du résultat.
Alors, regardons un petit peu. Dans la première mesure qui est la moins précise, il y a un seul chiffre significatif. Pour la mesure moyennement précise M2, il y en a un peu plus, il y en a 2. Et pour la mesure beaucoup plus précise, il y en a 3. On en conclut que plus il y a de chiffres significatifs, et plus dans un résultat de mesure, et plus ce résultat est précis. Donc, plus la précision d'une mesure est grande, plus il y a de chiffres significatifs dans le résultat. Le résultat à retenir est donc le suivant. Le nombre de chiffres significatifs dans le résultat d'une mesure donne une indication sur la précision de la mesure. Et l'on précise, plus le nombre de chiffres significatifs est élevé, plus le résultat de la mesure est précis, et inversement. Alors, on se pose la question sur le nombre de chiffres significatifs à conserver à l'issue d'une multiplication et ou d'une division. Et on va aboutir à une règle très importante, la règle des chiffres significatifs. Alors, pour cela, donnons un petit exercice. On a mesuré les dimensions d'un ruban. De longueur grand L égale 152 mètres et de largeur petit l égale 0,078 mètres. Petit a. Calculer l'aire à calque du ruban en gardant tous les chiffres de la calculatrice. C'est-à-dire on ne fait aucune approximation, on garde tout. Alors, regardons un petit peu. L'aire du ruban, c'est évidemment le produit de la longueur par la largeur. Donc on va faire ce produit et on va noter le résultat à la calculatrice. Réponse. A calque égale grand L fois petit l égale 152 ici fois 0,078 égale 11,852 mètres carrés. Surtout n'oublions pas l'unité, sinon on perd des points. Alors, on demande, est-il pertinent de garder tous ces chiffres et de dire pourquoi? Alors, pour grand L, on a, si vous voulez, 3 chiffres significatifs, c'est-à-dire le nombre de chiffres significatifs témoigne de la précision avec laquelle on a mesuré grand L. On en compte 1, 2 et 3. Pour petit l, on va en compter combien? Ici, le premier chiffre non nul, c'est 7, et il y en a un autre après, on va en compter 2. Donc petit l est obtenu, la mesure de petit m est obtenue avec 2 chiffres significatifs. Alors maintenant, on se dit, pour A calque, combien de chiffres significatifs? Eh bien, on les compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien 5 CS. Alors, où est le hic? Ici, on dit, est-ce que c'est pertinent de garder tout ça, tous ces chiffres-là? Alors, 5 chiffres significatifs à la calculatrice, ça voudrait dire que la valeur mesurée de grand A serait plus précise que la donnée la plus précise grand L avec lesquelles on a calculé grand A, ce qui n'est pas pertinent. Donc, autrement dit, on va être obligé d'arrondir à calque compte tenu de la précision des données que l'on a à notre disposition pour calculer grand A. Petit b. Alors, c'est la mesure la moins précise qui limite la précision du résultat du calcul de grand A. Combien de chiffres significatifs doit-on logiquement conserver? Alors, il est logique d'arrondir à calque avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise, puisque l'énoncé stipule que c'est la donnée la moins précise qui limite la précision. Donc, on ne va garder finalement que le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en comporte le moins. C'est-à-dire, on va en garder 2 au final ici. D'accord? Donc, regardons un peu. On arrondit à 2 chiffres significatifs le résultat de la calculatrice. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour arrondir? C'est ça le point délicat. Alors,
on note A calque égale 11,852 mètres carrés. Nous, on ne veut que deux chiffres significatifs. Donc, on ne va garder que les deux premiers. Autrement dit, on va mettre une barrière ici. Vous voyez, on va tronquer le nombre à ce niveau-là et que les chiffres d'après ne seront pas conservés. Donc, voilà comment on va faire. Alors, il y a deux façons d'arrondir à ce niveau. Le chiffre 8 ici, situé juste après le 1, c'est-à-dire le premier chiffre qu'on ne va pas conserver, est supérieur ou égal à 5. Alors, on convient d'arrondir de la façon suivante. C'est-à-dire que avec cette convention, le chiffre 1 ici, sera remplacé par 1 plus 1, c'est-à-dire par 2. Autrement dit, on obtiendra une valeur arrondie A égale 12 mètres carrés, et on dira que cette valeur est un arrondi par excès. Tout cela parce que le nombre 8, qui vient juste après le chiffre que l'on va conserver, le nombre 8 que l'on ne va pas conserver, est supérieur ou égal à 5. Alors, que se passerait-il si le 8 était strictement inférieur à 5? Donnons un exemple. Supposons que A calque égale 11,352 mètres carrés. Supposons que l'on ait obtenu ce résultat. Alors, on va évidemment conserver deux chiffres significatifs. Donc, mettre une barrière au niveau, comme tout à l'heure, au niveau entre le 1 et le 3, en ne conservant pas les chiffres d'après. Sauf que cette fois-ci, on voit que le 3 qui est ici est strictement inférieur à 5. Regardons un peu, le chiffre 3 après le 1 est strictement inférieur à 5. On convient alors de garder le 1. Voilà. Contrairement à tout à l'heure où on avait rajouté 1 au nombre 1 que l'on avait conservé, au dernier chiffre que l'on avait conservé, là on ne va pas, on va garder le 1. Autrement dit, l'arrondi nous donnera grand A égale 11 mètres carrés. Alors ça, il faut savoir absolument le faire. Si on a le résultat d'un calcul, on garde tous les chiffres de la calculatrice, on arrondit, on coupe là où il faut, en gardant le plus petit nombre possible de chiffres significatifs, et on regarde juste après le dernier chiffre que l'on va conserver. Si ce dernier chiffre est supérieur ou égal à 5, on rajoute 1 au dernier chiffre conservé. Si au contraire, le chiffre qui vient juste après le dernier chiffre conservé est strictement inférieur à 5, eh bien, on va conserver ce chiffre. Et voilà, donc, la morale de l'histoire qu'il faudra retenir. Donc, au final, retenons la règle des chiffres significatifs, qui résume un petit peu ce que l'on vient de voir. Le résultat d'un calcul mettant en jeu une multiplication et ou une division a le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins, c'est-à-dire que la donnée la moins précise. Si nécessaire, on arrondit le résultat avec les conventions suivantes à retenir. Ça, c'est un savoir-faire obligatoire. Si le chiffre qui suit le dernier chiffre conservé est strictement inférieur à 5, on conserve ce dernier chiffre dans l'arrondi. On dit alors que l'on arrondit par défaut. Si le chiffre qui suit le dernier chiffre conservé est supérieur ou égal à 5, alors on convient d'ajouter 1 à ce dernier chiffre. On dit alors que l'on arrondit la mesure par excès. Alors maintenant, que se passe-t-il si on a à faire l'addition ou la soustraction de deux mesures? On a alors la règle des décimales qui
justement, est quelque chose qui est en rapport avec la règle des chiffres significatifs, sauf que dans la règle des décimales, on remplacera même nombre de chiffres significatifs par même nombre de décimales. Alors, regardons ce qu'il faut retenir. Règle des décimales. Le résultat d'un calcul mettant en jeu une addition et ou une soustraction a le même nombre de décimales. Vous voyez la différence? Ici, c'était le même nombre de chiffres significatifs. Là, c'est le même nombre de décimales que la donnée qui en comporte le moins. C'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace même nombre de chiffres significatifs par le même nombre de décimales. Les conventions d'arrondi seront les mêmes que celles de la règle des chiffres significatifs. Attention, attention, on ne peut additionner ou soustraire que des grandeurs de même nature. On ne peut additionner que des longueurs, pas une longueur avec une vitesse. Et les deux valeurs de mesure devront être exprimées avec la même unité. Ce n'était pas le cas pour la règle des chiffres significatifs. C'est-à-dire que on peut multiplier ou diviser des grandeurs de nature différente. On peut multiplier une énergie par une longueur, sans problème, alors qu'on ne peut pas additionner une énergie avec une longueur. Donnons un exemple d'application de la règle des décimales. Ça aussi, c'est à connaître et à savoir réaliser, à savoir appliquer. Alors, exemple, calculer le nombre grand A égale 150,28 moins 5,3 avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors, on va appliquer la règle des décimales. On va commencer, comme tout à l'heure, on prend la calculatrice et on fait le calcul et on va garder tous les chiffres de la calculatrice dans un premier temps. Donc, réponse, acalc égale, si l'on prend la calculatrice, on va trouver 144,98. Valeur de A sans arrondir. Il va falloir arrondir. Alors, on regarde un petit peu ici ce 150,28. Ce 150,28 comporte deux décimales. Alors, on va arrondir à combien de décimales? Eh bien, on regarde le nombre de décimales de chaque donnée. 150,28 en comporte 2. 5,3 en comporte une décimale. Donc, le résultat final, 150,28, eh bien, sera arrondi avec une seule décimale. Regardons, donc 5,3 à une décimale, 150,28 à deux décimales. Autrement dit, on va garder comme un arrondi à une décimale. C'est-à-dire qu'il faut regarder les nombres de décimales dans chacune des données. On va donc obtenir 144. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre une barrière ici, entre le 9 et le 8, puisqu'on ne doit garder qu'une décimale. Donc, voilà la barrière. Et on va faire disparaître le 8. Alors, le 8 qui vient juste après la décimale à conserver est supérieur ou égal à 5. Donc, on va remplacer le 9 par 9 plus 1. Voilà, 8 supérieur ou égal à 5, donc 9 par 9 plus 1 égale à 10. Alors, malheureusement, on ne peut pas remplacer une décimale 9 par une décimale qui serait 10. Donc, en fait, ça revient à ajouter 1,0 à 144,9. Donc, le résultat que l'on obtient est égal à 145,0. Alors, j'ai choisi cet exemple parce que ça donne, si vous voulez, c'est un exemple très particulier où justement, l'arrondi, si vous voulez, le nombre que l'on décide de conserver, le chiffre que l'on décide de conserver est égal à 10. Alors, quelque chose qu'il faut retenir, mais qui interviendra dans l'une des questions de votre questionnaire, pas dans ce cours. Lors d'un calcul à plusieurs étapes, les résultats des calculs intermédiaires
ne doivent pas être arrondis, seul le résultat final doit l'être. Pourquoi? Parce que si il y a un problème à plusieurs calculs intermédiaires et qu'on arrondit chaque fois, au bout du compte, on va se retrouver avec un nombre qui a été arrondi trop fort et donc il ne représentera pas la précision du résultat final. Alors, passons maintenant à la conversion d'unités. Quelques exemples d'unités. Alors, il y a deux types d'unités, des unités simples et des unités composées. Donnons quelques exemples d'unités simples. Longueur, une longueur à mètre par exemple, c'est une unité, millimètre, le décimètre, le kilomètre. Masse, unité de masse, le gramme, milligramme, centigramme, kilogramme. Unité de temps, exemple, la seconde, d'autres unités, l'heure, la milliseconde, etc. Intensité donc, du courant électrique, ampère, autres unités, milliampère, kiloampère. Unité de volume, le litre, symbole grand L, autres unités, petit m grand L, millilitre, kilolitre, etc. Tension électrique, en volts, grand V, autres millivolts, kilovolts, unité de force, le newton, on fait avec un petit n, le newton, comme le litre avec un petit n. Autres unités, millinewton, kilonewton. Voilà donc des exemples d'unités simples. Unités composées. Alors, donnons quelques exemples. Unité d'air. Alors, l'unité d'air, c'est le mètre carré. Pourquoi c'est composé? Parce que c'est mètre multiplié par mètre. C'est une combinaison de deux unités, le mètre. Hectomètre carré, ça veut dire hectomètre multiplié par hectomètre. Kilomètre carré, kilomètre multiplié par kilomètre. C'est l'air d'un carré de 1 km de côté. Unité de volume, là aussi c'est une unité composée, le mètre cube, c'est en fait le volume, le mètre cube, 1 mètre cube c'est le volume d'un cube de côté 1 mètre. Donc il va falloir multiplier 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est ici encore une combinaison de trois unités qui sont identiques, le mètre. Décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, comme autres exemples. Masse volumique, c'est-à-dire le rapport de la masse d'un objet divisé par le volume qu'il occupe. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez vu en troisième ou quatrième. Un exemple d'unité, le gramme par centimètre cube, que l'on écrit g.cm-3. Autres unités, gramme millilitre moins 1, l'unité de volume, le litre est une unité de volume, on ne l'a pas signalé là, mais ça en est une aussi. Kilogramme mètre moins 3. Autre unité composée, vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grandeurs qui interviennent, longueur et temps. Tout comme dans masse volumique, il y a deux grandeurs qui interviennent, masse et volume. Donc, exemple d'unité de vitesse, mètre par seconde, ou mètre point seconde moins 1. D'autres unités, kilomètre seconde moins 1, kilomètre point heure moins 1, etc. Et j'en passe. Donc, la valeur, ce qu'il faut être conscient que la valeur d'une grandeur physique doit être impérativement suivie de son unité lorsqu'elle existe. Autrement dit, dans une copie, l'oubli d'une unité en chimie est extrêmement grave et donc sanctionnable. Préfixes multiples et sous-multiples d'unités. Alors, à connaître par cœur et à savoir utiliser pour des calculs. Alors voici un tableau qui résume les préfixes sous-multiples et multiples d'unités que vous devez connaître par cœur. Alors, à chaque préfixe, ici par exemple milli, correspond un facteur multiplicatif. Milli signifie multiplier par 10-3. Milli a un symbole, petit m. Et le
préfixe milli peut s'appliquer à n'importe quelle unité. Par exemple, ici, le préfixe milli, s'il s'applique au mètre, on obtiendra un millimètre. Et 1 millimètre, c'est égal à 10 puissance moins 3 mètres. On peut aussi avoir un milligramme. Donc si le préfixe milli s'applique à gramme, etc., etc. Ensuite, il faut connaître le préfixe micro, qui est associé à un facteur multiplicatif 10-6, de symbole mu, lettre grecque mu, à savoir écrire. Si on applique le préfixe mu à l'unité de longueur mètre, on obtient un micromètre, qui est égal à 10 puissance moins 6 mètres. De même, il faut connaître le préfixe nano. Nano qui signifie, qui est associé au facteur multiplicatif 10 puissance moins 9 et qui a comme symbole petit n. Autrement dit, si on applique le préfixe nano à l'unité mètre, on obtient un nanomètre égale 10 moins 9 mètres. Mais on pourrait très bien aussi avoir un nanogramme égale 10 moins 9 grammes ou un nanoampère. Le préfixe sous-multiple pico, encore plus petit, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 12. Pico a comme symbole petit p. Si on l'applique à l'unité de mètre, eh bien on a un picomètre, égal à 10 moins 12 mètres. Alors voilà donc pour les unités sous-multiples. Commentons de même les unités multiples. Alors, le préfixe kilo, que vous connaissez tous, revient à multiplier par 10 puissance 3 et a pour symbole petit k. Ainsi, 1 kilomètre, c'est-à-dire 1 km, égale 10 puissance 3 mètres. Plus grand encore, le préfixe méga, qui revient à multiplier par 1 million, c'est-à-dire 10 puissance 6. Et son symbole sera grand M. Attention, ne pas le noter petit m, ne pas confondre méga et milli. C'est une erreur très grave. Donc il faut mettre grand M. Ce grand M sera le symbole du préfixe méga. Ainsi, on dira pour 10 puissance 6 mètres, c'est-à-dire 1 million de mètres, on dira que l'on a 1 mégamètre. Plus grand encore, le préfixe giga, qui signifie multiplier par 10 puissance 9, et de symbole grand G, ainsi 1 gigamètre, 1 grand G petit m, égale à 10 puissance 9 mètres. Et enfin, plus grand encore, le préfixe téra, si vous vous souvenez du gigaoctet, du téraoctet, du mégaoctet, donc vous devriez le retenir très facilement. Donc téra, ça revient à multiplier par 10 puissance 12. Donc son symbole, c'est grand T, et on dira ainsi 1 téramètre, 10 puissance 12 mètres. Mais 1 téraoctet, ça veut dire 10 puissance 12 octets, c'est des unités de taille informatique. Alors, les préfixes, au final, sous-multiples et multiples, s'appliquent à toutes les unités. Exemple. Alors, nanomètre, vous voyez, petit n, petit m, millilitre, petit m, grand L, kilogramme, k, petit g, picoseconde, ps, gigavolt, grand GV, décimètre cube, dm cube, d'accord, kilomètre carré, vous voyez, donc le préfixe K qui intervient, kilogramme par mètre cube, là encore, ici, donc il y a kg, etc., etc. Conversion d'unité simple. Alors, exercice. Convertir 1 km en centimètres. Alors, oublions les tableaux que l'on utilisait au CM2 et raisonnons en puissance de 10. Comment va-t-on faire? Alors, on va écrire 1 km, 1 km, égale, on laisse en blanc, un certain nombre de centimètres.
Alors, là, on a un préfixe multiple, et là, on a un autre préfixe qui est ici sous multiple. Donc, ce préfixe multiple, eh bien, ça revient à multiplier par 10 puissance 3. Ce préfixe ici, sous multiple, qui est 100 en centimètres, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Et là, c'est une recette. On peut le justifier, mais on peut aller plus vite sans le justifier en appliquant cette recette. Regardez, le résultat, le chiffre, le nombre que l'on va mettre ici, c'est 10 puissance, l'exposant rouge, c'est-à-dire qui est à gauche, dans le membre de gauche, moins l'exposant bleu, c'est-à-dire l'exposant qui est dans le membre de droite. C'est-à-dire que finalement, on obtiendra 3 moins 2 égale 10 puissance 5 cm. Un autre petit exercice, convertir un picogramme en hectogramme. Vous voyez, j'ai appliqué les préfixes à une autre unité. Donc ça va être pareil. On va donner la réponse, donc on écrit 1 PG égale un certain nombre de HG. P, si on connaît bien son tableau des préfixes, eh bien P c'est multiplié par 10 puissance moins 12, donc ici, et H c'est multiplié par 10 puissance 2. Voilà, alors le H n'était pas signifié dans le tableau des préfixes, mais au CM2, c'est décagramme, hectogramme, etc. Donc pareil, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on peut le deviner, c'est 10 puissance l'exposant rouge moins l'exposant bleu. Donc 10 puissance moins 12, moins 2. Alors on y va, 10 puissance moins 12, moins 2, et donc au final, on aura 10 puissance moins 14 hectogrammes. Conversion d'unité d'air. Exercice 1, convertir 1 km² en millimètres carrés. Alors ça va être un peu pareil, mais sauf qu'il va falloir se méfier, parce que 1 km² c'est l'aire d'un carré de 1 km de côté. Donc quand on écrit 1 km², le 2, la puissance 2, porte sur l'ensemble en fait, sur km, c'est-à-dire 1 km puissance 2, c'est-à-dire c'est 1 km le tout à la puissance 2. De même, 1 mm², c'est 1 mm le tout à la puissance 2. Essayons de convertir sans utiliser les anciens tableaux d'il y a très longtemps. Donc, réponse à l'exercice 1. Alors, regardons, on va écrire comme tout à l'heure ici, 1 km² égale un certain nombre de millimètres carrés à trouver. Alors ici, on donne la signification de kilomètre carré. Kilomètre carré, c'est kilomètre, le tout au carré. Alors dans kilomètre, il y a évidemment le préfixe kilo, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 3. Donc on va voir que ici, il faut multiplier par 10 puissance 3, mais attention, il ne faut pas oublier d'élever au carré. Donc en fait, ici, eh bien pour convertir, donc en fait ça serait une conversion au mètre carré, il faudra multiplier par 10 puissance 3 le tout au carré, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 6. Donc, dans le membre de gauche, pour obtenir des mètres carrés, il faudrait multiplier par 10 puissance 6. Faisons le même raisonnement pour le membre de droite. Millimètre carré, c'est, comme on le sait, millimètre le tout au carré. Or, ici, petit m, c'est le préfixe milli, multiplié par 10 puissance 3. Donc ici, multiplié par 10 moins 3, autant pour moi, c'est un lapsus. Donc, il faudra multiplier par 10 moins 3, mais attention, n'oublions pas d'élever le tout au carré. Donc, ça va donner multiplié par 10 moins 6. Donc, d'un côté, on multiplie par 10 puissance 6, de l'autre côté, on multiplie par 10 moins 6 pour obtenir du mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va faire un peu pareil que tout à l'heure. On va mettre le nombre que l'on attend ici, c'est 10 puissance, l'exposant rouge moins l'exposant bleu. Donc, regardons, 10 puissance 6 exposant rouge, donc moins 6, c'est-à-dire 10 puissance 6 plus 6 égale 10 puissance 12.
millimètres carrés. Autre exercice, exercice 2, convertir un centimètre carré en décamètre carré. On va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que on va écrire 1 cm carré égale un certain nombre de décamètres carrés. On va voir le facteur multiplicatif en tenant compte du carré, qu'il va falloir mettre dans le membre de gauche. Donc là, c'est 1 cm carré, c'est évidemment 1 cm le tout au carré, c'est une unité d'air. Là, on sait que centi, c'est multiplié par 10 moins 2. Donc, il faudra mettre 10, en multiplié par un facteur qui est 10 moins 2, le tout au carré. Le décamètre, on sait que depuis CM2, déca, c'est multiplié par 10. Donc, c'est un décamètre carré, c'est... Oh, pardon, j'ai oublié de dire que c'était 10 puissance moins 4. Décamètre carré, eh bien, c'est décamètre le tout au carré. Donc, ici, c'est multiplié par 10. Et attention, n'oublions pas d'élever le tout au carré. Donc, autrement dit, c'est multiplié par 10 puissance 1, en fait, le tout au carré. Donc, multiplié par 10 puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? Eh bien, comme tout à l'heure, on va mettre 10 exposants, l'exposant rouge moins l'exposant bleu. Donc, on va avoir 10 puissance moins 4, moins 2. Donc, on aura 10 puissance moins 6 décamètre carré. Conversion d'unité de volume. Alors, à retenir, 1 litre égale 1 décimètre cube. Ça, il faut le savoir, vous le savez depuis longtemps, mais c'est quelque chose qu'on utilise très souvent dans les calculs en seconde et même beaucoup plus tard. 1 litre égale 1 L égale 1 décimètre cube. Alors, un petit exercice, convertir 1 mètre cube en millilitres. Bizarre, hein? Alors, évidemment, il va falloir utiliser le fait que 1 litre égale 1 décimètre cube. Alors, donnons la réponse. Petit préliminaire, c'est qu'il faut convertir 1 mètre cube en décimètre cube, parce que, évidemment, il va falloir passer par le litre, et on sait que le litre, c'est 1 décimètre cube, donc l'idée, c'est de convertir tout de suite du mètre cube en décimètre cube. Allons-y, 1 mètre cube, bah lui, il reste mètre cube, hein, c'est-à-dire c'est multiplié par 10 puissance 0, hein, voilà. Et décimètre cube, c'est décimètre de tout au cube, c'est-à-dire 10 puissance moins 1, le tout au cube. Voilà, 10 puissance moins 1, le tout au cube, égale, donc multiplié par 10 puissance moins 3. Alors autrement dit, il faudra écrire, ici on attend que placer 10 puissance exposant rouge moins exposant bleu, donc 10 puissance 0 moins 3. C'est-à-dire 10 puissance plus 3 décimètres cubes. Voilà donc la conversion préliminaire. Alors à partir de là, eh bien on va répondre à la question. On sait que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Mais nous, on veut convertir en millilitres. Donc on sait que 1 litre, c'est 1000 millilitres, c'est-à-dire 10 puissance 3 millilitres. Donc autrement dit, on va remplacer le décimètre cube ici par 10 puissance 3 millilitres dans ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 mètre cube égale donc 10 puissance 3 décimètres cubes, on réécrit le résultat précédent, égale 10 puissance 3 multiplié par, et 1 décimètre cube c'est 10 puissance 3 millilitres, donc multiplié par 10 puissance 3 millilitres, ce qui fera 10 puissance 6 millilitres. Deuxième exemple, convertir 1 litre en kilomètre cube. Quelle idée! Mais bon, on va essayer de le faire. Alors, réponse de cet exercice. 1 litre en kilomètre cube. Évidemment, il va falloir passer par le décimètre cube. On sait que 1 litre égale 1 décimètre cube et qu'il va falloir convertir en kilomètre cube. Alors, on a des préfixes sous multiples qu'il va falloir exprimer, mais en n'oubliant pas d'élever au cube. Donc, ici, c'est un peu lent, hein,
Donc, déci, c'est 10 puissance moins 1. Comme c'est déci, donc c'est 10 puissance moins 1, mais n'oublions pas d'élever au cube, hein, parce qu'on veut aboutir à décimètre le tout au cube. Donc on a ici un facteur multiplicatif 10 moins 3 pour aboutir au mètre cube. Là, ici, le kilomètre cube, c'est le kilomètre, le tout à la puissance 3. Kilo, c'est multiplié par 10 puissance 3, et il faudra élever en plus au cube pour avoir le facteur multiplicatif qui permet de passer au mètre cube. Donc, autrement dit, ici, le facteur multiplicatif sera multiplié par 10 puissance 3 le tout au cube, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 9. Et donc là, on va attendre 10 puissance exposant rouge moins l'exposant bleu, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 moins 9, c'est-à-dire 10 puissance moins 12. Donc 1 litre égale 10 moins 12 km cube. Une conversion à coucher dehors, évidemment, mais justement, ça montre un petit peu comment on peut s'y prendre dans tous les cas. Enfin, conversion d'unité de masse volumique. Alors, exercice, convertir 1 gramme litre moins 1 en kilogramme mètre moins 3. Comment va-t-on s'y prendre? Alors, il faut d'abord convertir, vous voyez, c'est des unités composées, gramme litre moins 1, kilogramme mètre moins 3. Donc, c'est comme si on avait gramme divisé par litre et kilogramme divisé par mètre puissance 3. Donc, il va falloir convertir des grammes en kilogrammes et des litres en mètres cubes. C'est la première chose qu'on va faire. Faisons-le. 1 gramme en kilogramme. Donc, ici, 1 gramme, ça reste 1 gramme. Hein. D'accord, 10 puissance 0. Et kilogramme, c'est multiplié par 10 puissance 3. D'accord. Donc ici, ce qu'on attend, c'est 10 puissance la puissance rouge moins l'exposant rouge moins l'exposant bleu. Donc c'est 10 puissance 0 moins 3. Et ça sera donc égal à 10 puissance moins 3 kg. Maintenant, essayons de convertir 1 litre en mètre cube. Alors, 1 litre, on sait que c'est un décimètre cube, qu'il faudra convertir en mètre cube. Alors, on voit qu'ici, le déci, eh bien, c'est multiplié par 10 moins 1, le tout au cube, donc 10 moins 3. Et le mètre cube, c'est multiplié par 1, donc par 10 puissance 0. Donc, le résultat de la conversion sera donc 10 puissance exposant rouge moins exposant bleu. Donc, 10 puissance moins 3 moins 0, c'est-à-dire, eh bien, ça met du mal à arriver, Voilà, 10 puissance moins 3 mètres cubes. Achevons le calcul en posant la conversion. Donc, 1 gramme litre moins 1 est égal à 1 gramme sur 1 litre. Alors, 1 gramme litre moins 1, on a converti du gramme en kilogramme, donc on va remplacer 1 gramme du numérateur par 10 moins 3 kg, et le 1 litre du dénominateur, ici, par 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, on voit très bien que on peut simplifier par 10 moins 3, et qu'on va obtenir 1 kg divisé par 1 mètre cube, c'est-à-dire 1 kg divisé par mètre cube, soit finalement 1 gramme litre moins 1 égale 1 kg mètre moins 3. Alors, la leçon est terminée. Résumons les connaissances et les capacités exigibles. Alors évidemment, vous voyez, puissance de 10, savoir utiliser les règles des puissances de 10 dans les calculs, passer d'une écriture décimale à une écriture en puissance de 10, donc ça, il faut savoir le faire, savoir écrire un nombre décimal à l'aide de puissance de 10, écriture scientifique d'un nombre, donc ça, il faut connaître la définition, et un nombre étant donné, il faut savoir établir son écriture scientifique. Connaître la notion d'ordre de grandeur d'un nombre, un nombre étant donné, établir son ordre de grandeur à partir de son écriture scientifique.
La notion de chiffre significatif si importante et qui reviendra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Relier les chiffres significatifs du résultat d'une mesure à l'écriture scientifique. Ça, c'est la définition de ce résultat, ainsi que la précision d'une mesure au nombre de chiffres significatifs du résultat. Nombre de chiffres significatifs à conserver lors d'un calcul, ça veut dire savoir arrondir un calcul connaissant le nombre de chiffres significatifs des deux. Conversion, relier les préfixes multiples et sous-multiples à leur puissance de 10 correspondante, savoir convertir des unités simples, savoir convertir des unités composées, R, volume, masse unique, et savoir que 1 litre égale 1 décimètre cube. Nous avons terminé cette leçon. Je vous remercie.